Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce mardi 12 octobre 2021. C'est mardi, je l'ai annoncé tout à l'heure, Adam Adjronou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, ce journal qui est dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs est avec nous. Si tout va bien, le directeur de publication du journal Togo Réveil qui était dans les kiosques depuis vendredi, ces deux journaux sont au prix de 250 francs seulement. Germain Pouli va nous rejoindre dans quelques instants pour la suite de cette émission. Mais nous allons commencer avec Adam Adjronou. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Espoir 47. C'est joli votre veste. Si j'étais un homme, à la fin de l'émission, on allait changer la vie. Non, mais c'est tout un plaisir. Lorsque les compliments viennent d'une belle dame comme toi, ça fait plaisir. Et ça vous dire que... Mais c'est pas gratuit, tu sais que les femmes le disent bien gratuitement. Alors Adam, nous savons que vous avez travaillé jusqu'au tard dans la nuit avec la pluie, mais Dieu merci, ce matin vous êtes avec nous sur ce plateau, c'est un plaisir pour nous. Plaisir partagé. Alors, hier 11 octobre était la journée internationale de la jeune fille. Le thème retenu de manière générale est la génération numérique, notre génération. Adam, dites-nous, est-ce que les jeunes filles en général, ou les jeunes plutôt en général, ou les jeunes filles de nos jours utilisent le numérique à bon escient? C'est vrai, on dit, nous sommes à l'ère du numérique, mais comment comment ces jeunes utilisent ce numérique? Vous savez, en tout cas, l'utilisation du numérique aujourd'hui, personne ne peut aller du cuillère en disant qu'il y a une utilisation judicieuse de cet instrument-là qui, à l'entame, était conçu pour en réalité. Voilà d'ailleurs même pourquoi certains l'appellent des supplétifs de communication. Aujourd'hui, on a constaté que la plupart de cette jeunesse-là l'utilise pour des fins inappropriées. Et ça, c'est la désolation. Et moi, je suis d'abord content du fait que ce thème-là soit retenu pour cette journée de la jeunesse, parlant donc des jeunes filles. Puisque de toute évidence, je pense que les jeunes filles, si ce thème-là est utilisé, peut contribuer d'abord à les sensibiliser, à faire véritablement donc l'usage adapté à cet outil-là qui peut les transformer, peut les amener à pouvoir, à prendre conscience d'elles et à pouvoir transcender certaines barrières qui freinent leur développement et être véritablement dans l'air du temps. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, lorsque vous prenez dans la planification de pratiquement toutes les politiques publiques, la femme prise dans sa globalité et la jeune fille en particulier est au centre de ces politiques-là. Donc j'estime que lorsqu'on fera une utilisation assez judicieuse de ces outils-là, cela permettra d'abord d'atteindre un grand nombre, puisque cette jeunesse-là n'est pas sans savoir que c'est elle qui utilise pour la plupart du temps ces outils-là. Voilà pourquoi certains n'hésitent même pas à pouvoir adopter l'acronyme de génération, soit WhatsApp, génération telle, pour expliquer ou quand même motiver le fait que c'est cette jeunesse-là qui est d'abord à l'avant-garde de cette utilisation-là et faire en sorte que cela puisse avoir des impacts, en tout cas positifs, sur leur vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas constaté, ou quand même, ce n'est pas constaté à la hauteur des souhaits. En témoigne le fait que ce thème-là est utilisé pour amener, en tout cas certaines d'entre elles, à pouvoir changer de paradigme et d'approche et à faire une utilisation assez judicieuse de ces outils-là. Alors, je vous le disais il y a quelques instants, le directeur de publication du journal Togo Réveil, qui est dans les kiosques depuis vendredi au prix de 250 francs seulement, est avec nous. Maintenant, Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Anita, bonjour Adam, bonjour à tous les téléspectateurs de Soir 46. Eh bien, Germain, nous étions en train de parler de la journée internationale de la jeune fille célébrée hier et Madame le ministre de l'Action sociale, dans son discours, a parlé d'œuvrer pour que les jeunes filles ne soient plus victimes d'inégalités. Mais au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, est-ce qu'on peut parler d'inégalité avec la feuille de route du gouvernement pour le quinquennat 2020-2025? C'est vrai que les femmes ont une place de choix dans cette feuille de route. Il y a de gros efforts qui sont faits en faveur de la femme, de la jeune fille. Et quand on voit aussi aujourd'hui au niveau de la promotion des femmes, avec une première au Togo, une femme à la tête du Parlement, une femme au gouvernement, une femme ministre des Armées, un certain nombre de choses, on pourra dire que les femmes ont le vent pour au Togo, mais la réalité, c'est que ces inégalités existent. Elles existent bel et bien, elles sont assez fortes d'ailleurs, et malgré ce visage-là que le Togo présente, un peu comme partout dans le monde, les femmes restent victimes de ces inégalités sociales-là, qui remontent à la nuit des temps. Donc, ce n'est pas notre génération qui a créé ces inégalités, mais nous contribuons à perpétuer ces inégalités-là et aujourd'hui. C'est un mouvement mondial donc, qui se lance en faveur de la femme à travers des journées comme celle d'hier, consacrées à la jeune fille. Et donc, ces inégalités sont là, les efforts sont faits, mais il reste beaucoup à faire. On a vu aujourd'hui, depuis quelques années, en tout cas, le Togo a pris sur lui aussi de faire la gratuité de l'école. Mais là où on payait, les filles ne payaient que la moitié des frais. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dans ce sens pour promouvoir la jeune fille, mais je pense qu'aujourd'hui, la plus grande motivation, c'est cette volonté politique-là qui a été affichée depuis un an, donc depuis octobre 2020, disons fin septembre 2020, avec la nomination pour la première fois d'une femme chef de gouvernement, et un an plus tôt, donc avec l'élection à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale d'une femme. Donc aujourd'hui, les signaux sont là, mais ces signaux-là ne font pas disparaître ces inégalités-là qui commencent à la maison chez nous, où les petits garçons et les petites filles ne sont pas considérés de la même manière. Il y a des tâches qu'on ne saurait donner à un petit garçon parce qu'il est garçon, il y a des tâches qu'on donne à une fille parce qu'elle est petite fille. Et déjà la société, déjà les parents ne donnent pas cette égalité-là à tous leurs enfants. Vous le verrez dire, toi tu es fille, laisse ça c'est pour les garçons, ça, et ça commence là-bas. Et même les femmes aussi contribuent à perpétuer ces inégalités-là, parce qu'une mère aussi ne considère pas de la même manière ses enfants, garçons et filles. Elle a été moulée dans une société où la fille n'est pas assez considérée. Aujourd'hui, malgré les efforts, ces réflexes-là existent dans nos foyers, dans nos sociétés. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour pouvoir réduire un peu ce déséquilibre-là et assurer une belle promotion à la jeune fille et à la femme en général. Alors, beaucoup de choses restent à faire, Adam. Et quel est le rôle de la jeune fille elle-même pour que ces inégalités-là disparaissent un jour? Bon, vous savez, la jeune fille prise individuellement serait difficile de pouvoir véritablement trouver les apports de solution à ces inégalités-là. Voilà pourquoi il est demandé pratiquement, parlant donc de cette question de genre, à ce que le genre au masculin puisse contribuer à pouvoir renverser la vapeur et à faire en sorte que cette jeune fille-là vive pleinement dans ce changement de paradigme qui se fait ressentir. C'est vrai que, parce que je le disais tantôt en prenant les politiques qui sont donc initiées, j'aimerais en parler tout à l'heure, il y en a assez, il y en a à satiété, mais il faudrait quand même qu'il y ait une prise de conscience au niveau parental, faire en sorte que cette question-là soit au centre des discussions,
en famille et peut rejaillir naturellement donc, sur ces politiques-là, sans quoi cela restera pratiquement donc, du formalisme. On dira, voilà, lorsque nous sortons, c'est un regroupement qui se veut un regroupement politique. On arrive chez nous, on commence les mêmes habitudes. Si tel est que cette situation continue pas à résister, ce serait très difficile de pouvoir renverser la tendance. Mais moi, je me dis aujourd'hui, nous avons la latitude de pouvoir en arriver, compte tenu du fait aujourd'hui, lorsque nous prenons en temps, ou pratiquement lorsque nous prenons un peu la nomenclature de l'appareil de gouvernance, c'était beaucoup plus centralisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup déconcentré, décentralisé. Nous avons au niveau de maires, etc. Et moi, je me réjouis du fait que certaines mairies, lorsque vous les prenez, ont pris l'initiative de pouvoir également implémenter ces politiques-là à la base. Donc, cela fait, ça fait qu'en sorte qu'on est beaucoup plus rapproché de la population, on est plus proche d'elle pour véritablement voir la mise en œuvre de ces politiques-là. Sans quoi, ce serait très difficile. Donc, je pense que les outils, les politiques n'en manquent pas. Mais il faudrait quand même, au niveau parental, qu'il y ait une prise de conscience pour arriver véritablement donc, à renverser cette vapeur-là. Alors, Germain, une dernière question avant d'aborder un autre sujet. Dans cette émission, quelle est la part, quel est le rôle des hommes? Parce que vous savez, des fois, la femme, elle peut vouloir, ou bien la jeune fille peut vouloir faire quelque chose, mais au même moment, les jeunes garçons de son âge disent, toi, tu es une fille, tu ne peux pas le faire. Tu es une fille, tu ne peux pas le faire. Une fille ne peut pas être major de la classe, par exemple. Tout ça, là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui présentent des émissions débat comme sur les 47. Vous arrivez à le faire. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas réussi à vous intimider. C'est parce que vous croyez en vos capacités. Peut-être si vous avez eu le soutien de la direction de E47, mais toujours est-il que vous assumez, donc avec beaucoup de brio, ce rôle-là. Donc il est d'abord question d'avoir confiance en soi-même. Vous savez, nous allons dans les mêmes écoles que les filles. Parfois, certaines sont devant nous quand les examens arrivent et les résultats sortent. Mais après, dans la vie active, nous sommes devant elles. Nous occupons des postes de responsabilité. Rarement on leur donne ces postes-là, même dans des réunions. Parfois, elles ont de meilleures idées, mais elles ne les expriment pas. Ce sont les hommes qui s'expriment. Et donc, il y a cette prédominance-là de l'homme. Et vous savez, il y a eu de très belles lois qui ont été votées au Togo. Il y a eu cette loi sur la parité lors des élections. Le gouvernement obligeait, l'État plutôt obligeait tous les partis politiques à mettre un certain quota de femmes comme candidat de 30%. Mais aucun parti politique n'a respecté. Et quand vous allez auprès de certains partis, vous disent, nous on veut bien, mais les femmes ne militent pas. Et les femmes disent, oui, nous on veut bien, mais les hommes ne nous encouragent pas. On estime que quand une femme devient leader, son mari est jaloux, oui, il n'a pas envie qu'elle... Voilà, c'est ce que la femme prétend. Mais en même temps, vous pouvez être femme et leader. À la maison, c'est l'homme le chef de famille. Mais quand vous allez dans vos activités, sur le plan national, vous pouvez être son chef. Mais les femmes, une fois qu'elle est responsable dehors, à la maison, tout change. Et ce qui fait que les hommes n'arrivent plus à accepter ce genre de situation. Si vous êtes capable d'être femme chez vous et leader ailleurs, mais je pense que ça va marcher. Ce qui se passe aujourd'hui, quand la femme se met dans cette posture-là, c'est qu'elle disparaît de la maison, elle rentre quand elle veut, sans rendre compte à son mari, parce qu'elle va dans des milieux où elle rencontre certaines personnalités que son mari ne peut pas rencontrer, alors elle se prend la tête. Donc c'est un peu ça qui fait que les hommes n'encouragent pas leurs femmes à devenir des leaders, parce que quand une femme devient leader, c'est au détriment du mari. Et bien, si la femme rassure son mari, je peux monter, mais notre couple a une base solide, c'est pas ça qui va faire qu'on va se séparer, c'est pas ça qui va faire qu'on va connaître des problèmes. L'homme pourra même donner des idées à sa femme, comment faire pour réussir. Bon, il y a des hommes qui se disent, dès qu'une femme a de l'argent, qu'une femme a de la puissance, elle devient impolie, elle devient arrogante, elle
sur la tête, ça aussi c'est des faits. Et vous avez beaucoup plus de chances aussi de la perdre facilement. Voilà, donc ce qui fait que les hommes... En fait, c'est pas leur faute. Les hommes l'encouragent. Les hommes l'encouragent. Un groupe ivoirien, elle a dit dans une chanson, quand j'ai un peu d'argent, je deviens poli. Donc, oui, mais c'est pas seulement la femme. L'homme conserve véritablement donc, le noyau familial. Donc vous comprenez, c'est un peu ça qui fait que les hommes ne peuvent pas encourager. Quand vous encouragez votre femme, le voisin dit, ah mais lui là, ok, on attend de voir. Et demain, c'est le voisin qui a raison. Oui, parce que votre couple là est parti, dit, mais toi, tu l'envoies là-bas, toi-même si tu as accès là-bas. Même si tu as accès là-bas, donc c'est un peu ça qui fait que, et malheureusement, la plupart des femmes leaders sont des femmes qui ont souvent des vies de couple assez difficiles. On pourra dire que le mari est jaloux de l'ascension de la femme, c'est vrai, mais est-ce que la femme a fait des efforts pour que le mari l'encourage et la soutienne dans ce qu'elle est en train d'entreprendre en tant que leader dans la société? Je pense que les femmes sont un peu responsables. Les hommes ne les encouragent pas, c'est vrai, on le reconnaît, mais à juste titre. C'est à juste titre. Donc, alors, si je comprends bien, vous n'allez pas encourager votre femme à devenir... Oui, bon, je ne le dirai pas officiellement, je garde mon avis pour moi-même. La réalité... Moi, j'ai déjà deviné. Hein? Oui, mais il faut vous tromper. La vérité, c'est que si une femme veut, elle peut réussir et être toujours femme. Et là, son mari se dira, ah, je me suis trompé. Il y a quelques exceptions où les femmes ont réussi. Oui, c'est vraiment des exceptions. Où les femmes ont réussi, sont restées avec le même mari, sont restées dans le même foyer. Et que les mères, généralement, bon, c'est vrai que c'est aussi ça le pouvoir, parce que quiconque a le pouvoir n'arrive pas à rester tranquille. Tu as de la force, ça peut être un pouvoir politique, ça peut être un pouvoir financier. C'est difficile d'avoir la tête froide. Quand on a le pouvoir, on est tenté d'en abuser, comme le disait Montesquieu, par endroit. Mais aujourd'hui, l'homme doit comprendre qu'il a besoin de la femme comme partenaire. C'est-à-dire que si vous réussissez seul et que votre femme ne réussit pas, mais tout le poids tombe sur vous. Et il y a des hommes aussi qui finissent mal parce que tout le poids de la famille repose sur eux. Ils vont travailler toute leur vie pour assurer la vie à leur famille, alors que si votre femme aussi réussit et vous apporte un soutien, ben, ça vous décharge un peu. Donc les hommes comprennent qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer aussi par réussir seul. Il faut que les femmes réussissent, il faut nous aider et il faut aujourd'hui que les femmes aussi se mettent en tête qu'on ne réussit pas au détriment de l'homme. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une revanche de la femme sur l'homme. C'est un rattrapage et on compte aussi, comme l'a dit Adam tout à l'heure, on compte sur les hommes pour le faire. Les femmes, ça fait longtemps qu'elles parlent de l'émancipation, mais aujourd'hui elles parlent beaucoup plus de soutien des hommes pour y arriver parce qu'elles ont vu qu'elles ne sont pas motivées par les hommes. Quand vous avez de belles idées, aucun homme ne vous encourage parce qu'il craint les conséquences de votre ascension et c'est là où les femmes doivent beaucoup travailler. Alors, c'est là où les femmes doivent beaucoup travailler et c'est là que vous devez beaucoup aider les femmes, comme le dit une société de la place. Aidez-nous à mieux vous servir. Nous allons parler à présent de la réouverture des lieux de culte. C'est depuis le 10 octobre dernier. Les lieux de culte sont ouverts, les grands bars également, suite à l'évolution de la maladie à coronavirus. Adam, si on suit un peu la courbe, on dirait que les lieux de culte et les grands bars sont les lieux où il y a le plus fort taux de contamination. C'est pas évident, mais vous savez, cette ouverture a été attendue. Et lorsque est-ce que dans les 3 semaines où ces lieux-là étaient fermés, pratiquement, on a vu un peu l'évolution? Pas du tout. Ils ne sont pas, disons, les lieux de contamination qu'on connaît. Et vous avez vu un peu, pratiquement, tous les Togolais étaient unanimes que c'était une décision impopulaire d'avoir fermé surtout les lieux de culte. C'est vrai que on n'aura pas les mêmes motifs d'explication lorsque nous prenons peut-être les bars, etc.
Mais ce qui est évident, c'est que de toutes les façons, que les contaminations baissaient ou pas, c'est qu'on arriverait quand même à ouvrir ces lieux de culte, même ces bars-là. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, la survie est devenue très difficile. Et fermer ces bars-là qui emploient la plupart du temps bon nombre de nos concitoyennes, pour la plupart du temps, et même certains hommes également, était une décision pratiquement impopulaire. La plupart des gérants sont des hommes. Voilà, donc ce qui fait que vous avez vu les critiques qui sont abattues donc, sur le gouvernement. Quelque part, il fallait tout simplement attendre. Et ce n'était pas, disons, le motif réel de l'ouverture de ces bars et de ces lieux de culte-là. Il fallait, même si la contamination ne s'abaissait pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est quand même, vous savez, moi j'ai fait un constat, lorsque nous prenons ce coronavirus-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile que l'on puisse parier sur, disons, son réel visage. C'est très difficile. Vous allez constater qu'au même moment... Parce que le virus évolue à chaque temps. Oui, il évolue à chaque fois. Et lorsque vous prenez la tendance au niveau mondial, c'est quand la tendance commence par baisser, ça baisse partout. Ça baisse partout et quand ça augmente également partout. Donc, quelque part, je pense que c'est ce qui doit amener quand même nos gouvernants. Et c'est vrai que lorsque nous prenons le cas togolais, au début, il y avait eu des mesures assez adaptées où le politique a essayé de ne pas trop suivre, disons, l'équipe scientifique de repos de cette pandémie-là, qui avait voulu, à l'entame de cette pandémie-là, prendre des mesures qui seront vraiment très difficiles. La preuve, lorsqu'on avait demandé à ce qu'on aille à un confinement général, le gouvernement avait refusé. Et il y avait même ceux qui avaient levé la voix. Le Togolais vit au jour le jour. Il avait levé la voie de fermer également les marchés, etc. Donc vous avez vu le politique a jugé de ne pas fermer ces lieux-là. Sauf que la tendance n'a pas suivi. Lorsque nous prenons surtout cette dernière mesure de restriction fermant donc les bars et les lieux de culte. Aujourd'hui, moi je le dis, le gouvernement a joué en un moment de sa crédibilité. Il lui serait très difficile parce que les explications qu'on avançait n'étaient pas adaptées, ce n'étaient pas des explications convaincantes. Et ça, je pense que le gouvernement a su faire de pouvoir vite se rattraper. Et je pense qu'à l'avenir, il ne fera plus l'erreur de pouvoir véritablement donc suivre cette décision-là qui, à mon humble avis, était donc des décisions impopulaires et faire à ce que demain, lorsqu'il y aura des prises de décision qui soient des décisions assez justifiées, qui permettent quand même à la population de les comprendre, que de prendre des décisions surhumaines, des décisions, parce que lorsque nous parlons d'un comité scientifique, il faudrait quand même qu'on puisse nous prendre des décisions scientifiques. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des décisions d'opinion et d'humeur qui sont prises. Et ça, c'est dangereux. Et cela ne permet pas, puisque cette crise de confiance qui va sans cesse grandissant au niveau de la population et du gouvernement ne doit pas être exacerbée, trouver donc un terrain fertile au niveau de ces décisions-là, qui sont des décisions impopulaires, comme je le disais, au niveau du coronavirus, qui risque d'affecter d'autres décisions à l'avenir, seraient dangereux quand même pour la cohabitation entre les deux. Alors, dangereux pour la cohabitation, Germain, est-ce que vous estimez que le gouvernement s'est rattrapé en décidant d'ouvrir les lieux de culte, surtout c'est ce qui avait mis les gens mal à l'aise? Non, le gouvernement s'est rattrapé, non, je ne vois pas ça sous ce angle-là, parce que ce n'est pas la première fois que les lieux de culte sont fermés. Donc, c'est selon l'évolution de la pandémie que le conseil scientifique fait des recommandations. Le gouvernement suit souvent, mais comme le disait Adam, il y a des moments où le gouvernement aussi ne suit pas totalement parce qu'il faut gérer le pays, il ne faut pas totalement fermer toutes les activités. Donc il y a eu une période où il y avait une explosion de cas de contamination due à plusieurs raisons aussi, dans les vacances et tout ce qu'on peut imaginer avec la mobilité des populations et un peu l'état de distraction, d'euphorie générale, parce que c'est la période où les gens s'amusent aussi beaucoup. N'oublions pas, bientôt décembre aussi. Voilà, donc tout ça fait qu'il y avait une flambée de contamination qui a fait peur au gouvernement, parce que en face, il n'y a pas d'infrastructure suffisante pour contenir tout
ce monde-là, si on arrivait à une situation, et même bien avant cette décision-là, il y avait des cris d'alerte déjà. L'hôpital qui était consacré au cas de Covid débordé, on a dû aménager un espace au CHU, au mettre au coin et tout ça, et commencer par trouver des solutions. Donc, le gouvernement a dévancé en prenant cette décision-là, qui était impopulaire, il faut le dire, mais le gouvernement était bien obligé parce que si ça dégénérait aussi, c'est ce même gouvernement qui sera plus impopulaire encore parce qu'il a laissé faire. Donc nous sommes dans une situation où même les scientifiques, c'est vrai, Adam faisait bien de le relever, ne maîtrisent pas totalement la maladie. Donc par moment, on croit tenir le bon bout, après c'est une autre situation. Donc, mais il faut quand même tenir compte de l'avis de ces spécialistes-là parce que de leur domaine, ils ont étudié cela, les maladies, l'évolution des épidémies, des pandémies. C'est des éminents professeurs, c'est des spécialistes dans leur domaine et je pense que c'est eux qui peuvent être la lumière du gouvernement et c'est ce qu'ils font. Maintenant, il y a eu un peu trop d'autres scientifiques. Trop de personnes aussi se sont prononcées sur cette maladie-là et malheureusement, la voix de ces personnes-là qui n'étaient pas qualifiées a porté beaucoup plus que celle des spécialistes, ce qui a fait que dans la population, il y a eu beaucoup de réticences sur plusieurs situations. Et donc, jusqu'aujourd'hui, même la vaccination, même si on peut se vanter que le Togo est le premier pays de notre espace régional qui a atteint un certain nombre des personnes vaccinées, on est bien loin du compte, on est bien loin d'atteindre. Nous sommes seulement 15%. Voilà, on est bien loin. Le conseil scientifique l'a sorti. Voilà, et d'ici décembre, il faut espérer atteindre à 40%, ce qui ne sera pas aisé. D'ici juin, il compte arriver à cette immunité-là, juin 2022. Ce n'est pas évident par rapport à... Parce qu'il faut la disponibilité des vaccins aussi. Non, pour le moment, ce n'est pas une question de disponibilité, c'est la motivation même des citoyens à aller se faire vacciner. On a connu un peu le cas avec AstraZeneca où il y a eu le rupture de ce vaccin est obligatoire entre griffes. Parce que vous ne pouvez pas être citoyen, ne pas vous rendre, donc certains, pour aller là-bas, vous avez oui, non, ce n'est pas obligatoire parce que l'État pouvait le rendre obligatoire. En suivant le code de la santé publique qui prévoit que le ministre, dans une certaine situation, recommande qu'on rende le vaccin obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais vous-même, vous vous sentez obligé parce que vous êtes obligé. Par exemple, en Occident, si vous voulez aller manger au resto, si vous voulez aller au stade, vous savez que vous ne pouvez pas aller dans ces endroits-là sans votre passe sanitaire. Donc, si vous décidez de ne pas vous vacciner, c'est que vous dites, je n'ai pas besoin d'aller au stade, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller dans un restaurant, un certain nombre de lieux où on exige. Ici aussi, mais ici, c'est l'administration surtout. Oui, oui. Vous pouvez être un citoyen. Oui, mais bon, on peut pendant une période ne pas avoir besoin d'aller dans une administration. On peut faire un mois sans avoir besoin. Un mois. Mais toujours est-il qu'un jour, on sera dans une urgence où on sera obligé d'aller. Et si on n'a pas le pass, on a des problèmes. Donc, là où l'État peut obliger, c'est au niveau de l'administration. Ils ont dit, bon, vous ne venez pas chez nous si vous n'êtes pas vacciné. L'idée derrière la fermeture des bars et des églises, c'est de dire aussi que les responsables de ces lieux-là disent à leurs fidèles ou à leurs clients, vous ne venez pas chez nous si vous n'êtes pas vacciné. Or, ces lieux-là n'appartiennent pas à l'État. L'État ne peut que les fermer en espérant que les responsables amènent leurs fidèles. Et je crois que le message est assez bien passé. Et il y a des églises, comme ceux du prophète Antonio Cephas, qui ont été des précurseurs dans ce domaine-là, et qui ont dévancé même cet appel de l'État-là, et qui très vite ont convaincu des milliers de fidèles et organisé même des... Ils étaient nombreux, mais malheureusement, le jour-là, l'équipe vaccinale n'était pas là. Oui, non, ça a été fait. Je ne sais pas si après... Ça a été fait. J'ai même personnellement assisté à une séance de vaccination là-bas. Ça a été fait. C'est vrai qu'il y avait plus de monde que de vaccins
disponible. Mais il y a eu cette promesse-là des autorités locales. De ce milieu-là, il y avait l'adjoint au maire qui est venu personnellement assister à cela parce qu'il disait que c'était la première fois qu'il voyait un chef religieux donc prendre cette initiative. Donc je crois que c'était un peu ça l'objectif du gouvernement, de dire à ceux qui gèrent leur propre espace, on veut bien que vous vous assemblez à plus de 20, 30, 50, des milliers de personnes, mais avec le pass. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. Et avec la réouverture, les uns et les autres se sont entendus. Et vous savez, même hier, il y a les équipes mobiles, même. Hier à Fepades, il y a la brasserie Bébé Lomé et les tenanciers des bars et restaurants qui se sont réunis pour lancer un marathon de la vaccination avec des vaccins. La SNB l'avait fait la dernière fois. Voilà, des vaccinodromes à côté des bars, et puis une campagne pour le respect des mesures barrières avec l'ouverture des bars. Donc l'État, peut-être en mettant cette pression, a amené tous les acteurs aujourd'hui à collaborer, parce que l'État même n'a aucun intérêt à fermer ces lieux-là. La vérité, c'est que, par exemple, les brasseries sont les sociétés qui paient le plus d'impôts dans un État. Les bars, par exemple, sont les entreprises qui emploient plus de personnes au Togo. Mais fermer ces lieux-là, mais c'est de l'argent que l'État perd. Mais l'État est bien obligé parce qu'il y a une situation sanitaire qu'il ne pourra pas maîtriser et ça va lui tomber dessus. C'est-à-dire que si demain, il y a des milliers, des centaines de milliers de morts de Covid, ce gouvernement risque de partir. On va dire, mais vous avez mis le pays. Et freiner un président qui avait bien travaillé sur le plan économique, Donald Trump, mais qui a perdu des élections en partie à cause de la Covid, parce qu'il a négligé cette maladie. Au Brésil, Bolsonaro a pratiquement le même problème. Donc, ça dit que les gouvernants font attention, surtout qu'ils ne maîtrisent pas cette pandémie. Ils font confiance aux conseils scientifiques qui sont mis en place dans la plupart des pays. Mais c'est une souffrance, il faut le reconnaître. Et pour la population, vous savez, quand vous êtes propriétaire d'un bar, mais là encore, ça va un peu, vous êtes propriétaire d'une discothèque, vous êtes obligé de la fermer. Vous êtes journaliste, vous avez demandé la dernière fois qu'on en parle par moment. Adam, dites-nous comment vous arrivez à vous en sortir en cette période de crise. Parce qu'on sait quand vous êtes une radio, une télé, il faut y mettre tous les jours, mais les publicités, on n'en a plus. Il faut paraître tous les jours, chaque semaine, les publicités, vous n'en avez plus, mais il faut payer les frais de l'imprimerie, il faut payer les charges, il y a beaucoup de charges, les infographes. Beaucoup de charges, mais est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc c'est partant de là que j'ai dit la question était mal posée. Personne ne s'en sort. Et ceux qui essaient toujours d'exister, le font au coup de sacrifices et au même moment au coup des dettes énormes qui attendent. Parce que lorsque vous prenez surtout au niveau des impressions des journaux, il n'y a pas de journal qui vous dira ou de rédaction qui vous dira qui s'en sort. Tout est focalisé pratiquement sur des dettes, etc. Puisque vous n'avez pas de ressources de réserve pour dire qu'en temps de soudure, vous pouvez véritablement déployer ces ressources-là pour combler un peu le vide. Personne ne s'en sort. Et parlant surtout de ces publicités-là, sont devenues pratiquement rarissimes. Et ça, c'est surtout le boulot d'étranglement qu'il faudrait véritablement voir. Mais au même moment, moi, j'ai comme l'impression que le gouvernement ne s'est pas trop préoccupé de la question des médias pris dans leur globalité. Et ça, et lorsque vous prenez surtout ceux qui luttent au quotidien, en ce qui concerne donc le respect de ces mesures barrières-là, faire les remontées d'un certain nombre de situations assez déplorables au niveau de la population, etc. Ce sont les journalistes qui les font au mieux. Et également, lui était donc nos canaux que nous mettons des fois à disposition gracieusement sur la base d'un volontariat, puisque de toutes les façons, même s'il y a s'il y a certains journaux ou comment certaines radios ou télévisions avaient signé peut-être des contrats avec l'équipe de coordination, il y en a qui n'ont pas fait, mais qui ont laissé quand même leurs canaux ouverts donc à la sensibilisation, etc. Mais l'évaluation n'a pas été véritablement faite au niveau de ces médias-là, ce qui fait que le gouvernement, depuis lors, il n'y a pas eu véritablement des mesures dignes de ce nom qui soient prises en faveur de ces médias-là, ce qui fait que
Aujourd'hui, vous allez constater, parce que moi j'essaie un peu de voir, lorsque je vois un peu les journaux qui paraissent aujourd'hui, plus ou moins régulièrement, vous constaterez que la tendance est véritablement baissière. C'est vrai que la HAC a fait, disons, un recensement qui allait pratiquement à une centaine de journaux. Lorsque moi je fais un peu la sommation, je n'en trouve pas 30 qui paraissent plus ou moins régulièrement prises, que ce soit quotidien, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, etc. Y compris même les magazines, il n'y en a pas 30 qui sortent actuellement. Et au début, c'est vrai que lorsque nous prenons l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait un projet qui a permis de comptabiliser, puisque vous savez, pour un peu faire la répartition des aides, on comptabilise. Il y avait le PD qui était accepté, et là on a vu qu'il y avait beaucoup qui ont su véritablement tenir le coup, et en témoigne le fait qu'il y avait un grand nombre de journaux qui s'en ont sortis. Mais aujourd'hui, je me pose la question de savoir, est-ce qu'à la fin, disons, de cette période-là, combien de journaux seront véritablement éligibles? Ce n'est pas une joie. C'est vrai que lorsque vous y mettez les moyens, à partir du moment où beaucoup ne sont pas éligibles, ça peut plus ou moins favoriser d'autres. Mais également, ce n'est pas toujours bon, puisque nous avons appris ce métier, nous l'exerçons, c'est notre métier au quotidien. Les autres qui n'arrivent pas à apparaître, ils ne le font pas par volonté, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais également, lorsque nous disons l'alternative qu'on trouve véritablement aujourd'hui, puisque moi j'en connais peu, qui ont pratiquement fermé boutique, ils sont donc rafitonnés sur les sites internet, et également lorsqu'on en a à satiété, vous voyez directement qu'au niveau de la population, le coût est directement cassé et pratiquement chacun se retrouve avec rien. Donc de toutes les façons, il serait bon quand même que le gouvernement puisse revoir d'autres stratégies d'accompagnement de ces médias-là et faire en sorte que la volonté de certains de pouvoir créer les médias, de pouvoir toujours paraître, serait quand même une bonne chose. Cela met l'accent également sur la diversité de l'information, parce que c'est très difficile de pouvoir dire que certains quand même, ils sont contents de voir que d'autres ne paraissent pas, mais également vous n'avez pas la latitude d'avoir toutes les informations, surtout avec cette gouvernance communale qui font que chacun, peut-être au regard de son appartenance régional ou de ses relations régionales, essaie de faire des remontées des informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des communes qui sont loin, nous prenons des communes loin comme Kamina, peut-être quelque part dans la Kébou, font que nous avons des informations venant de là, ce qui n'était pas évident, parce que lorsque vous prenez cette préfecture que je cite tantôt, il n'y a même pas de radio. Donc l'unique radio que les gens essaient d'écouter, peut-être c'est Radio Lomé, et la télévision qu'on essaie un peu de regarder actuellement, c'est Niwo TV, puisque la télévision, TVT n'arrive pas à déboucher sur ces localités. De la même manière, vous allez dans certaines localités de Daï, c'est la même chose. Donc, de toute évidence, le gouvernement, moi je pense qu'il est temps que le gouvernement puisse revoir cette politique-là et faire en sorte que nous ayons d'autres créneaux d'accompagnement pour faire en sorte que nous continuions pas à résister. Alors, Germain, les journalistes, ils parlent des autres, mais personne ne se soucie d'eux dans cette période difficile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tant que responsable d'organes, je commence par rendre hommage à nos collaborateurs, les journalistes qui travaillent avec nous, parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, mais ils continuent, on les motive en leur disant qu'il y aura des jours meilleurs, que ça va aller. Mais c'est difficile et je crois que le ministère en charge des médias a pris le pouls, il doit connaître la situation et il lui appartient de faire un plaidoyer pour la presse togolaise. Et c'est vrai que dès le début de la pandémie, il y a eu un geste qui a été fait par le gouvernement en portant l'aide exceptionnellement à 150 millions pour permettre de soutenir un peu la presse. Mais dès la deuxième aide qui est survenue, c'est revenu à la normale. Et la presse, on le dit, on le sait, a abattu un grand travail dans le cadre de la sensibilisation contre la pandémie. C'est vrai que c'est son rôle de le faire. Mais il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises pour soutenir les plus vulnérables en cette période. Je crois qu'on a commis l'erreur de ne pas considérer la presse comme un secteur assez vulnérable. Parce que nous vivons des ventes, nous vivons de la publicité. Et
quand les activités économiques prennent un coup. Déjà que, quand je dis nous vivons, c'est un grand mot, nous vivotons, parce que ce n'est pas de grande publicité qu'on avait, on survivait. Et donc aujourd'hui qu'il y a cette situation, tous les annonceurs vous disent c'est dur, donc il n'y a pas grand-chose, mais vous êtes obligé d'honorer vos rendez-vous par rapport à vos lecteurs, à vos téléspectateurs. Donc c'est vraiment très difficile et nous ici on interpelle ou on lance un cri d'alarme au ministre de la Communication pour qu'il soit notre avocat auprès du gouvernement et qu'on reconsidère la situation de la presse, qu'on puisse l'assimiler à un secteur assez vulnérable qui a été assez affecté par la crise. Alors, un secteur assez affecté par la crise sanitaire. Nous allons rapidement terminer avec ce titre qu'on peut voir à la une de Vision d'Afrique paru ce jour. Vision d'Afrique qui titre « L'association ADT TPF, un précieux outil de développement et levier de raffermissement de la ligne Togo-Turquie ». Adam? Oui, c'est vrai qu'on en parlait tantôt en parlant donc de cette Covid-19-là. Il y a un maillon essentiel qu'on cite rarement, et même dans les politiques, c'est très difficile de le citer, mais certains également le citent, c'est la diaspora qui a eu véritablement accompagné, quand bien même chez eux, ce n'est pas toujours reluisant, ils ont eu à accompagner les couches vulnérables, et ça a été toujours le cas, et je pense que... Ils ont oublié les journalistes. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une association politique de soutien aux idéaux du parti Union pour la République et surtout son premier responsable, le président Fogna Singé. Donc, son leader, M. Maouna, essaie véritablement de pouvoir raffermir la ligne Togo-Turc en faisant en sorte que, disons, les Togolais, parce que vous savez, la Turquie aujourd'hui, c'est un État qui essaie véritablement de se déployer avec des moyens insuffisants que nous avons dans nos pays sous-développés, de pouvoir donc rallier cette ligne-là. Et c'est une association qui œuvre dans ce sens-là et qui a voulu se mettre sur orbite et se faire d'abord connaître et faire en sorte que tous les Togolais qui désireraient donc faire des échanges commerciaux avec la Turquie et également sur beaucoup d'autres aspects, surtout c'est l'agriculture qui va de soi, donc il se pose donc en rempart, en alternative crédible pour permettre donc à tous ces Togolais-là qui voudront donc rallier cette ligne-là de pouvoir le faire assez aisément. Et ils ont des outils de pouvoir donc aider tous ces Togolais-là aussi bien en hébergement et de trouver donc des débouchés pour découler et également d'autres produits. C'est en ce sens que cet article-là est publié et j'invite quand même les Togolais à pouvoir donc se l'approprier pour faire connaître davantage sur cette association-là et pouvoir scruter les avantages que cette ligne-là peut offrir à notre pays, puisque la diversité aussi bien culturelle et économique nous oblige aujourd'hui à ne plus, disons, se recroqueviller sur le soir de sortir. Et je pense que la diplomatie agissante du professeur, portée par le professeur Robert Dussé, va également dans ce sens, mais les opportunités, pour la plupart du temps, ne sont pas aussi saisies à bon escient par la population, ce qui fait que beaucoup de choses sont ignorées. Et donc, je pense que c'est une belle opportunité qui s'offre aux Togolais de pouvoir donc rallier cette ligne-là, qui est une ligne véritablement facile d'accès. Merci à vous, Adam, d'avoir préparé à cette émission. Germain, merci à vous également. Bien de choses à toute la rédaction de Togo Réveil et surtout du courage pour cette période que vit chaque journaliste, mesdames et messieurs. Ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous jeudi à partir de 10h pour un autre numéro. Au revoir.